Retraités, futurs retraités, oyez braves gens, mon voyage en sciences économiques. Ça fait déjà pas mal d'années que je suis étonné des décisions de nos dirigeants en matière économique. Je suis étonné de voir que nos économistes n'arrivent pas à les conseiller correctement, ne prévoient pas les crises économiques et sont incapables de faire des prévisions correctes. Alors, j'ai voulu fouiller un petit peu les sciences économiques. J'ai commencé par aller voir des cours d'économie, cours d'introduction aux sciences économiques. Et là, j'ai été un peu surpris parce que euh, les cours sont très différents les uns des autres, suivant les professeurs. On n'y comprend plus rien dès la deuxième page. Et on nous assène des tas de jargon, du ratio, des agrégats, des besoins primaires, secondaires. On vous parle de consommation des ménages, de coefficients budgétaires, d'élasticité des marchés. On confond l'économie et la science sociale. On vous parle d'économie socialiste, on vous parle d'économie libérale. Les économistes ne sont pas d'accord entre eux. Il y a des économistes de gauche, il y a des économistes de droite. Ce qui est assez étonnant, si les sciences économiques étaient une science, elles devraient s'affranchir de la politique. Il n'y a pas de mathématiciens de gauche ou de mathématiciens de droite, et même chose pour la physique. Donc, j'ai été voir le dernier prix Nobel d'économie, et là j'ai découvert que il récompensait des études sur la santé et la formation des jeunes enfants des pays pauvres. Alors, c'est pas forcément comme ça qu'on va nous aider à redresser une économie. En fait, nos économistes sont comme les médecins de Molière. Ils se battent à coups de jargon et au lieu de soigner l'économie, ils la saignent. Alors, moi j'ai voulu essayer de prendre du recul par rapport à ça et essayer de jeter les bases de la science économique de manière à ce qu'on puisse prendre les bonnes décisions à partir de simple bon sens. Alors j'ai évidemment été voir les définitions de l'économie ou des sciences économiques. Là encore, les économistes ne sont pas d'accord entre eux. Moi, je m'en tiens à ma définition qui est l'économie, c'est la production et la consommation de richesses. Alors, qu'est-ce que j'entends par richesse? Des richesses, ce sont des biens, des services dont les gens ont besoin. Il est clair que si on n'a pas besoin de ces biens et de ces services, ce ne sont pas des richesses puisque ça va à la poubelle. À titre d'exemple, les pays communistes ont gaspillé énormément de richesses en produisant sans se préoccuper de savoir s'il y avait des besoins en face. Alors, je vais vous parler d'un schéma simple. Certains diront même qu'il est simpliste, mais il permet de comprendre deux ou trois choses importantes. D'abord, dans un pays quelconque, il y a deux catégories de gens. Il y a ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Dans la catégorie des gens qui travaillent, vous avez ceux qui produisent des richesses et ceux qui n'en produisent pas. Oui, parce qu'il y a des gens qui travaillent consciencieusement, honnêtement, mais dont le produit ne sert à rien, ne correspond à aucun besoin. Alors, ceux qui ne travaillent pas, ce sont
par exemple des chômeurs, ce sont les jeunes, ce sont les retraités, ce sont les malades, ce sont les blessés. Et puis il y a une dernière catégorie que j'ai réunie sous le vocable de tir au flanc. Ce sont par exemple les truands, les politiciens de carrière, les dirigeants syndicalistes, une certaine catégorie de hauts fonctionnaires, dont certains n'ont même pas d'affectation, et puis une certaine catégorie d'immigrés qui profitent de la protection sociale généreuse de la France. Alors, parmi ceux qui ne travaillent pas, il y a une catégorie qui produit quand même des richesses. Ce sont les retraités. Les jeunes retraités, souvent, s'investissent dans une association et souvent ces associations, effectivement, produisent des richesses. Alors, on va se pencher sur ceux qui travaillent et qui ne produisent rien. Ceux-là consomment plus de richesses que les chômeurs. Pour deux raisons. La première, c'est que leur salaire est supérieur à ce qu'ils toucheraient d'allocation au chômage. Et puis, parce que ces gens-là, il faut leur fournir un poste de travail, un bureau, de l'outillage, un ordinateur, de l'électricité, du chauffage, enfin, etc., etc. Et donc, ils consomment beaucoup plus de richesses que les chômeurs. Donc, il est préférable de mettre au chômage ceux qui travaillent pour rien. Alors, je vais prendre des exemples. J'ai déjà parlé de mes 5 caisses de retraite, qui me versent des retraites tous les mois. Pourquoi 5 caisses? Une seule suffirait pour me payer la totalité. Ça veut dire qu'il y en a 4 qui travaillent pour rien. On pourrait prendre un autre exemple. J'ai habité la commune de Dourdan, où tous les ronds-points étaient généreusement décorés par des fleurs, y compris par des sculptures florales, qui étaient changées chaque saison. Il est clair que les Dourdanais n'avaient pas vraiment besoin de ces ronds-points fleuris, ils auraient plutôt préféré qu'on baisse les impôts. On pourrait aussi citer de nouveau l'exemple des directeurs de l'innovation, des directeurs de la recherche, des directeurs des relations internationales dans les organismes de sécurité sociale. On se demande ce qu'ils peuvent faire comme production. On peut prendre un autre exemple encore plus parlant. Prenez un bulletin de salaire français. En général, il fait à peu près une page. Moi, j'en ai connu qui faisaient une page et demie. Mon premier job, c'était pas un bulletin de salaire, c'était un bordereau de salaire, c'est-à-dire une bande de papier où il y avait une ligne seulement. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces bulletins de salaire? Il y a des tas de prélèvements obligatoires. Il y a les cotisations maladie, les cotisations sociales, la CRDS, la CSG déductible, la CSG non déductible, le 1% logement, le 1% formation, que sais-je, enfin plein de prélèvements différents. Et puis maintenant, il y a aussi probablement la retenue à la source. Alors, il faut bien comprendre que derrière chaque prélèvement de ce bulletin de salaire, il y a une administration. Pourquoi autant d'administrations qui prélèvent des sous sur votre salaire? On pourrait très bien confier à une seule de ces administrations de prélever tout l'argent nécessaire, par exemple le service des impôts, et on pourrait supprimer des tas d'administrations, notamment l'URSSAF. Il faut savoir que l'URSSAF, c'est environ 60 000 personnes qui donc ne produisent rien, voire même arrivent à détruire des emplois, puisque l'URSSAF, c'est l'une des principales causes
des dépôts de bilan en France. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, si on met tous ces gens-là au chômage, ça va faire augmenter le taux de chômage qui n'est pas bon. Alors oui et non. Euh, non parce que il y a aussi des administrations qui ont cruellement besoin de personnel. Hein. Je pense par exemple aux hôpitaux, hein, que l'on ferme depuis quelques années. Je pense aux tribunaux, hein, que l'on ferme aussi. Je pense aux prisons que l'on avait promis de construire et qu'on ne construit pas, etc., etc. Donc, il y a aussi un transfert de travailleurs depuis des endroits où ils ne servent à rien vers des endroits où ils seraient beaucoup plus utiles. Et puis, d'autre part, s'il y a augmentation du chômage, ce sera temporaire. Pourquoi? Parce que dès lors que l'on consomme moins de richesses sur ces postes-là, eh bien ces richesses sont davantage disponibles pour tout le monde. Et donc, il y aura un regain de l'économie et par conséquent, création d'emplois productifs. Hein, et là, on rentre dans une spirale vertueuse. Il ne sert à rien, par exemple, de subventionner des emplois aidés dans les communes où on va créer des emplois qui ne servent à rien. Hein. Plus on crée d'emplois qui ne servent à rien, plus on consomme de richesses, et donc ceux qui, eux, produisent des richesses devront en produire plus pour tous les autres. Donc c'est pas terrible. Alors, on va aussi se pencher sur le cas de la retraite. En fait, les retraités coûtent moins cher que les chômeurs. Bon, parce que d'abord, les chômeurs ne cotisent pas. Hein, ensuite, parce que le chômage détruit la santé. Hein, psychologiquement, on n'est pas bien. Et donc, la santé s'en ressent. Et ça coûte plus cher à la Sécu. De même, travailler vieux, c'est pareil, ça détruit un peu la santé et donc ça augmente les coûts de la Sécu. Par ailleurs, bon, compte tenu des problèmes de santé des personnes âgées, eh bien, l'absentéisme est plus important. Donc, ensuite, les vieux sont moins productifs, hein, par nature. Tandis que les jeunes retraités, eux, produisent quand même des richesses. En fait, on se rend compte que les régimes de retraite et du chômage sont liés par le principe des vases communicants. Hein. En voulant équilibrer le régime des retraites, en fait, on déséquilibre celui du chômage, ce qui n'est pas terrible. Sans compter qu'on déséquilibre aussi le régime de la sécurité sociale. Donc, faire travailler les jeunes, ça conduit également à une augmentation des richesses, et là, de nouveau, spirale vertueuse. Donc, en conclusion, simplifions les administrations et diminuons l'âge de départ à la retraite. Alors vous allez me dire, ah oui, mais bon, on ne peut quand même pas indéfiniment diminuer l'âge de la retraite, pourquoi pas partir à 40 ans? Non, non. L'objectif de diminuer l'âge de départ à la retraite, c'est aussi de résorber le chômage. Donc à partir du moment où il n'y a plus de chômage, il ne faut plus, évidemment, abaisser l'âge de la retraite. Alors vous allez me dire aussi, parce que je vous connais, vous allez me dire, oui, mais alors, et les tirs au flanc là, dont vous nous parlez, faudrait peut-être aussi les mettre au travail, hein, ou les mettre au chômage, ou en prison, hein, ce serait quand même pas mal. Oui, vous avez raison, mais il y a quand même un petit problème, hein, parce que ce sont eux qui nous gouvernent. Bon courage!